Nous passons à une séance davantage pratique. Si les leçons précédentes ont tenté de circonscrire le phénomène de la joie, de le décrire, en avançant donc sur un plan théorique, nous allons désormais nous demander comment acquérir cette joie, comment la préserver, comment, pour reprendre une image qui fut la nôtre, tenir la note à hauteur de laquelle l'événement de la joie nous met. Bref, nous passons de la question « qu'est-ce que » à la question « comment », de la théorie à la pratique. Cette question pratique se pose d'elle-même et avec une indiscutable acuité. Car si tout ce que nous avons dit jusqu'à présent est vrai, la joie est indiscutablement un bien. Nous pouvons même dire qu'elle est le bien de tous les biens. C'est sous son jour, en effet, que les biens de ma vie, par exemple la santé, la fréquentation de mes semblables, la richesse, c'est sous son jour donc que ces biens m'apparaissent comme des biens. Sans la joie, la richesse matérielle ne ferait que multiplier les moyens de noyer mon chagrin. Sans la joie, la fréquentation de mes semblables n'est jamais qu'un bruit de fond. Et la santé physique, des années de plus dans cette vallée de larmes. Sans la joie, ce n'est rien moins que le goût de la vie qui m'est enlevé. Toutefois, si tout ce que nous avons dit est vrai, nous comprenons aussi que la joie, si désirable soit-elle, ne dépend pas entièrement de nous. En tant qu'elle est un événement, nous n'en disposons pas à notre gré. Mais enfin, si tout ce que nous avons dit est vrai, là encore, la joie n'en est pas moins sous notre responsabilité. Personne, avons-nous dit, ne peut être joyeux à notre place. La joie est insubstituable. Comment donc tenir ensemble ces trois positions ? 1. La joie se propose à notre volonté comme un bien désirable. Mais 2. Elle ne dépend pas entièrement de notre volonté. 3. Alors même que nul ne peut se réjouir à notre place. Là encore, la joie va nous offrir de découvrir un point d'équilibre fort intéressant, cette fois entre le volontaire et l'involontaire. Explorons d'abord le caractère volontaire de la joie. Certes, en tant qu'événement, en tant que surprise, la joie n'est pas d'abord une question de projet conscient ni de calcul savant. Elle s'accorde mal avec le souci qu'on en a. Elle ressemblerait en cela à un oiseau qui a besoin d'une épaule tranquille pour s'y poser. L'homme agité qui court partout, même après son bonheur, fait fuir les oiseaux. Pourtant, la joie ne saurait être unitive sans engager tout notre être et d'abord justement cette faculté d'engagement qu'est ma volonté. Dans mes joies, je ne suis pas pure réception, pure passivité, pure passibilité. Au contraire, quand la joie me visite, elle grandit tout mon être, volonté comprise. La beauté du monde me donne le courage d'en affronter les injustices. L'amour de mes proches fourmille d'idées de futurs cadeaux qui leur feront plaisir, bref, la joie nous rend volontaires. Le philosophe Alain écrivait « Il n'est pas difficile d'être malheureux ou mécontent. Il suffit de s'asseoir, comme fait un prince qui attend qu'on l'amuse. » Au contraire, ajoutait-il, le bonheur est beau à voir, quoi de plus beau qu'un enfant. Mais aussi, précisait-il, l'enfant se met tout à ses jeux, il n'attend pas que l'on joue pour lui. Alain concède qu'il y a certes des enfants boudeurs et qu'on en compte beaucoup parmi les adultes. Que leur raison soit forte, écrit-il encore, je le sais, il est toujours difficile d'être heureux. Aussi proposait-il, je cite, quelques couronnes civiques pour récompenser les hommes qui auraient pris le parti d'être heureux. La conclusion de son propos est forte, car, selon mon opinion, tous ces cadavres et toutes ces ruines et ces folles dépenses et ces offensives de précaution sont l'œuvre d'hommes qui n'ont jamais su être heureux et qui ne peuvent supporter ceux qui essayent de l'être. Il faut essayer. Un contemporain d'Alain, Gilbert Keith Chesterton, a filié le parti pris de la joie à la vertu de loyauté, vertu qu'il va jusqu'à décrire comme militaire. Dans Orthodoxie, Chesterton rejette la distinction entre l'optimisme et le pessimisme. Il est vain, dit-il, de critiquer la vie positivement ou négativement, parce qu'il est tout simplement absurde de poser la question du sens et de la valeur de la vie en se plaçant à l'extérieur d'elle. Car nous sommes en vie, comme le dit si bien l'expression, dans la vie. Nous ne sommes pas dans notre vie tel un étranger qui hésiterait à faire d'elle son lieu de villégiature. Nous ne sommes pas non plus un touriste existentiel qui aurait le loisir d'attribuer à la vie une plus ou moins bonne note avant d'aller voir ailleurs si l'on ne fait pas mieux. Vis-à-vis de la vie, nous ressemblons plutôt, nous dit Chesterton, à un Anglais de naissance qui, en grandissant, découvre quelle est sa nationalité, comprend ce qu'il doit à sa patrie et comment sa langue maternelle a forgé son esprit. Là est la vertu de loyauté, dans la conscience de ce qui fut reçu, dans la manière dont cela nous oblige. Aussi, écrit Chesterton,
L'important n'est-il pas de savoir si ce monde est trop triste pour être aimé ou assez joyeux pour l'être, car lorsqu'on aime une chose, sa joie est une raison de l'aimer et sa tristesse une raison de l'aimer plus encore. Ainsi, continue Chesterton, toutes les pensées optimistes et toutes les pensées pessimistes qu'inspire l'Angleterre sont autant de raisons de l'aimer pour le patriote anglais. De même, conclut-il, l'optimisme et le pessimisme sont arguments de même valeur pour le patriote cosmique. Nous verrons dans la prochaine séquence comment devenir ce patriote cosmique qui prend parti pour la joie, quelles que soient les circonstances, et d'autant plus si celles-ci sont moins favorables.